Ligne droite, l'éclairage du jour. On va commencer par parler des annonces du professeur Alain Fischer, vous savez, immunologue chargé de la coordination de la stratégie vaccinale en France et qui a pris la parole hier au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Il a évoqué la 5e vague, il a évoqué la menace de nouvelles restrictions, l'efficacité des vaccins et l'espoir de nouveaux médicaments. Je vous propose qu'on l'écoute, professeur Alain Fischer sur Europe 1, hier lorsqu'il nous parlait des non-vaccinés. Si on n'est pas vacciné, le risque d'être hospitalisé et d'aller en soins intensifs est 12 fois supérieur à celui des personnes vaccinées. Et voilà encore le professeur Alain Fischer sur Europe 1 qui nous parlait de ce qui serait arrivé si la vaccination n'était pas arrivée en France. Et imaginons où nous en serions s'il n'y avait pas de vaccination. Il y aurait des dizaines de milliers de morts supplémentaires. Nous en serions je ne sais pas combienième confinement. Avec les conséquences économiques, le système de santé serait de façon chronique en situation de grande tension. Bref, ce serait un drame. Voilà le professeur Alain Fischer, des dizaines de milliers de morts supplémentaires, ce serait un drame s'il n'y avait pas eu cette vaccination. Alors, est-ce qu'on est d'accord avec tous ces chiffres annoncés par le professeur Alain Fischer ? On va reprendre ça calmement avec un décodeur, Pierre Léco, de la chaîne Décoder l'écho, mais je précise qu'il est statisticien, analyste et travaille notamment sur cette chaîne YouTube Décoder l'écho. Bonjour Pierre Léco. Bonjour, merci de me recevoir. Je précise que l'écho, c'est un pseudo qui est lié à votre travail de décodeur d'écho, puisque vous avez un métier que vous risquez de perdre tout simplement avec des prises de position légèrement osées. Alors, revenons, Pierre Léco, sur ces annonces du professeur Alain Fischer hier sur Europe 1. Oui, alors des dizaines de milliers de vies sauvées, pourquoi pas des centaines, allons-y. Oui, c'est ça, toujours plus. Comment faire peur on aurait pu avoir des dizaines de milliers de morts supplémentaires. Ça nous fait un peu penser aux annonces de Neil Ferguson au départ. Ça aurait été l'hécatombe, on aurait enchaîné. D'ailleurs, lui aussi avait promis 10 confinements à la suite s'il n'y avait pas de vaccination. Et là, on tombe un peu dans les mêmes travers avec le professeur Alain Fischer. Enfin, c'est ce qu'on entend en tout cas. Oui, mais c'est exactement la même chose depuis le début. Alors, on prévoit l'apocalypse, et puis quand l'apocalypse n'arrive pas, on dit que c'est grâce à nous. Oui. Tous les matins, on peut mettre de la poudre contre les éléphants sur ses fraises, et puis constater qu'il n'y a pas d'éléphants qui sont venus manger nos fraises, et on se félicite que la poudre marche. C'était bien les prédictions de Ferguson qui disaient que quoi qu'on fasse, on aurait des centaines de milliers de morts, 400 000 morts en Angleterre, et finalement, ça n'est pas arrivé. On peut rappeler aussi la prédiction de Martin Blachier à la fin du premier confinement qui disait qu'on allait avoir immédiatement une reprise épidémique avec 80 000 morts tout de suite, ce qui n'est pas arrivé. Tout le monde a découvert avec stupeur que quand l'été arrive, qu'il commençait à faire beau au printemps, il n'y avait plus de décès liés aux maladies, aux infections respiratoires, ce qui est absolument comme d'habitude. Donc, il y a prévoir l'apocalypse pour faire ensuite ce qu'on veut faire aux gens. C'est une méthode assez classique et sur laquelle c'est toujours la même qui est répétée depuis le début. On fait un modèle alarmiste et puis on justifie les mesures qui sont prises sans qu'il y ait aucune remise en question de ces dites mesures. Alors, tout de même, professeur Alain Fischer donne des chiffres, et les chiffres, même si on n'a pas le droit d'en discuter, ça compte. Alors, on nous dit que le risque d'être hospitalisé, d'aller en soins intensifs est 12 fois supérieur à celui des personnes vaccinées, 12 fois supérieur. Est-ce que ce chiffre, vous le comprenez ? Est-ce que vous savez d'où il vient ? Alors, ce serait intéressant qu'il nous donne exactement sa méthodologie pour dire ça. Si ça vient des données de l'adresse, c'est-à-dire des statistiques du ministère de la Santé, j'aimerais rappeler qu'il y a de leur côté plusieurs erreurs par le passé qui ont été faites sur le chiffre Covid, les décès et le statut vaccinal. Je rappelle que dans leur étude du mois de juillet, qui avait servi à faire la propagande gouvernementale pour inciter les Français à se faire vacciner, il y avait, vous saviez, les fameux panneaux avec 80% des patients en réanimation. Voilà. Bon, cette étude-là, j'avais montré dans une vidéo qu'ils oubliaient la moitié des décès sur leur période d'études. Donc, on s'interrogeait quand même, ça se voit quand on oublie la moitié des décès. Et j'avais fait une vidéo sur ce sujet pour montrer comment aller chercher les données et vérifier. Et au bout de 100 000 vues de ma vidéo, commence à déranger, l'adresse s'était fendue en septembre d'un addendum pour dire que j'avais raison, mais que cet oubli, c'était, ouvrez les guillemets, un choix méthodologique. Donc, on a déjà vu qu'ils faisaient certains choix pour permettre que leur... Alors, juste, quand on revienne sur cette affaire, c'était quoi ces 100 000 décès C'est-à-dire décès de quoi Comment on peut oublier 100 000 décès ?
Les 100 000, c'était le nombre de vues que j'avais fait. Non, c'était Ah oui, pardon. dans leur étude du mois de juillet, il manquait la moitié des décès. Alors, il me semble qu'on était. Enfin, voilà, ils comptaient les décès Covid, estampillés Covid, entre fin mai et le début juillet. Et puis, en fait, quand on allait vérifier les données sur le site du ministère de la Santé, on se rendait compte qu'il en manquait la moitié. Ah oui. Et donc, c'est pas possible à masquer. En fait, ils ont dit, oui, on fait un choix méthodologique parce que tous ceux qui étaient à l'hôpital avant le début, on les compte pas, même s'ils sont décédés pendant la période, ce qui n'a absolument aucun sens en termes de choix méthodologique. Oui. Et ils ont dû se fendre d'un homme, ce qui se fait jamais. À la suite de cette histoire, toujours sur cette idée de chiffres, juste bien montrer que ça prouvait que vous aviez raison sur cette remise en question. Bien sûr, ils ont dit oui, le monsieur il sait compter. En effet, on a fait des choix. Évidemment, oui, je sais compter. Et à cette suite-là, j'avais été alpagué par Guillaume Rosier, qui s'occupe de Covid Tracker, vous savez, et qui me demandait de me taire à cette époque-là parce que les données de l'adresse sont forcément indiscutables. Là, on peut discuter de tout sauf des chiffres de l'adresse. Oui. Et je lui avais montré, je l'avais emmené sur le portail des données du ministère pour lui montrer que c'était bien précisé de faire très attention aux données à l'époque, puisque les premiers vaccinés n'étaient pas dans la base de données à ce moment-là. Et la base Vaxi dans laquelle il y a toutes les personnes qui sont vaccinées, elle n'était pas opérationnelle en fait en janvier-février 2021. Donc pendant toute la période où nos anciens qui sont les plus vulnérables recevaient leurs injections, ils rentraient pas dans la base puisqu'elle n'était pas opérationnelle. Et donc pendant tout l'été, quand ils sont sortis leurs chiffres en disant voilà, il y a que des non vaccinés en réa. Donc toutes les personnes, c'était des personnes âgées, et à l'intérieur de ces personnes en réa, il y avait énormément de gens qui s'étaient fait injecter, mais sans qu'on le sache, puisqu'il s'était fait injecter une personne où la base n'était pas opérationnelle. Ah oui, pas d'accord. Et donc, voilà, Guillaume Rosier me disait non, ça compte pas, c'est totalement faux, mais vous pouvez aller voir sur le site du ministère de la Santé, le 29 octobre, ils ont dit on fait un changement méthodologique et on change tout, parce que j'avais raison, toutes ces personnes-là qui n'étaient pas dans la base, ils les ont récupérées en catimini petit à petit, et le 80% de cet été, il s'est transformé en catimini en 60%. Donc, l'ensemble, on a l'habitude, que les chiffres, ils choisissent à l'intérieur ce qu'ils veulent compter, mais en plus, le statut vaccinal des gens, il n'est pas bon à l'intérieur de la base de données. Donc, il manque des gens, et dès qu'une personne, on n'a pas son statut vaccinal, on dit c'est un non-vacciné forcément. C'est pas un non-vacciné, c'est quelqu'un dont on n'a pas le statut vaccinal. Et donc, on a un vrai problème sur l'ensemble des chiffres qui sont communiqués, où il y a des choix, et en plus, les données sont pas bonnes. D'accord. Ouais. Donc ça, on comprend déjà que ces données sur les vaccinés, non vaccinés aux urgences, aujourd'hui, j'ai quand même aussi des études qui montrent que finalement, ces courbes se croisent. C'est-à-dire que le nombre de non vaccinés hospitalisés diminue nettement, tandis que celui des vaccinés augmente. Après, on va dire qu'on nous répond régulièrement, et ce qui peut être assez cohérent, vous allez nous le dire, vous, en tant que statisticien, que c'est normal qu'il y ait plus de vaccinés hospitalisés, puisqu'il y a beaucoup plus de vaccinés en général dans la population. Ça, on est d'accord. Alors, oui, d'accord, mais si le vaccin marchait, ça ne devrait pas arriver quand même. Il y a quand même quelque chose qu'il faudrait dire. Donc là, on nous dit, il marche, mais pas totalement. C'est M. Delfrécy qu'on a entendu hier dire, oui, c'est super, mais bon, ça n'empêche ni d'être malade, ni de contaminer les autres. Alors, ni la contamination, il a bien répété, ça fonctionne, mais ça n'empêche pas la contamination, et puis ça ne fonctionne plus au bout de 6 mois, donc c'est pour ça qu'il faudra ce petit rappel qui va finir par être étendu, j'imagine, à l'ensemble de la population. Alors vous, en tout cas, vous revenez avec de nouvelles études, une très grosse étude que vous présentez depuis hier, notamment sur le site de François, où vous avez repris tous ces chiffres et vous en avez conclu qu'il y avait un lien évident, notamment entre la température et la montée de la maladie. Oui, bien sûr. Tous les ans, on parle de maladies hivernales. Il se trouve que sur Météo France, dorénavant, on peut télécharger les données de température. Sur le site de l'INSEE, on peut télécharger les données de décès et de mortalité. Et donc, j'ai naturellement fait le lien entre les deux en regardant ce qui se passait, si je pouvais trouver un lien entre les baisses de température hivernale et les hausses de mortalité. Et ça marche parfaitement. Quand il y a des baisses de température l'hiver, quand l'hiver commence à arriver, on a des hausses de mortalité. On a aussi des hausses de nombre d'hospitalisations. Tout ça, c'est lié. Et donc, oui, les changements extérieurs qui sont saisonniers sont ceux qui font qu'il y a des gens qui commencent à être malades et qui décèdent. On le voit aussi sur les très fortes hausses de température. Les canicules, c'est pareil. Les canicules de 2003, rappelez-vous. Donc oui, il y a un lien entre... Parce que là, vous parlez de la mortalité générale, globale, pas seulement au Covid. Oui, mais bien sûr. Et à un moment, il faudrait regarder si la mortalité Covid, ce n'est pas autre chose qu'une part de la mortalité générale qu'on est en train d'attribuer. Donc,
Ce que montre l'étude, c'est que l'impact des changements extérieurs météorologiques notamment, qui organisent un stress sur les organismes, une fatigue, et c'est ça qui joue. Bon, d'abord, c'est l'âge. Plus on est âgé et plus on a de probabilité de décéder, tout simplement. C'est la nature humaine. Et en plus, le changement, le stress lié aux conditions extérieures, ce qu'on vit aussi, ça a un impact extrêmement fort. Donc mais est-ce que ça, c'est vraiment nouveau? Parce qu'on parle toujours de maladies hivernales. Donc, on sait bien que les maladies, on sait bien que les grippes arrivent l'hiver. Finalement, est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment nouveau dans votre étude avec ces liens entre la température et le choc que cela pourrait créer? Ce qu'il y a de nouveau, alors déjà, j'ai l'impression qu'il faut quand même le rappeler, puisque j'ai l'impression qu'on a oublié ça tout simplement depuis 2 ans, et on nous explique que finalement toute la mortalité c'est lié uniquement à des épidémies qui se diffusent, et à des maladies qui se diffusent. Ce que je montre dans cette des contaminations en fait, oui. Contamination. Moi, je n'observe pas de phénomène de diffusion. C'est ça, et moi, j'observe un phénomène d'apparition. Donc, c'est-à-dire à partir du moment où il fait froid, il apparaît des pathologies et des gens qui sont malades et des gens qui décèdent, les plus âgés notamment, les plus fragiles. Et il n'y a pas de propagation, de diffusion, ça ne se montre pas. Sur 70 ans de données, je n'en observe pas. Tout ça, ça arrive en même temps, partout en Europe, là où j'ai des données, mais il y a des travaux qui ont été faits aussi sur les États-Unis, notamment au Canada. Donc tout ça, ça arrive en même temps au moment des changements de conditions extérieures et de température. Mais alors, Pierre Léco, si on reprend avec ce que vous dites, les vagues Covid qu'on a vécues, et notamment en 2020, donc on a commencé à entendre parler du Covid en janvier-février, est-ce que c'est là où il fait le plus froid en France? Est-ce que c'est la période où il fait le plus froid? Oui, alors ce qui est utile aussi, c'est ensuite de regarder les proportions de ce qui s'est passé. Et donc, ce que je fais dans la deuxième partie de l'étude, c'est que je reprends donc ces chiffres-là qui montrent que finalement, il y a la mortalité qui est, je peux l'appeler naturelle, appelons-la comme on veut, mais qui est liée aux conditions extérieures qu'on voit tout le temps. Donc, je projette une mortalité qui est estimée par la température, les morts que j'estime, et ensuite ce qu'on a vécu. Et donc, en effet, en 2020-2021, il y a plein de décès, des hausses de mortalité qui sont liées aux conditions extérieures qui sont complètement normales, enfin habituelles. Et puis, je remarque qu'il y a des endroits où la mortalité n'a pas de rapport avec la température qu'il fait. Il y en a trop. Et j'analyse notamment mars-avril 2020, oui, qu'on a appelé la première vague, et je regarde les décisions qui ont été prises. Je regarde partout en Europe déjà où est-ce qu'il y a eu cette hausse de mortalité, la fameuse première vague. On a dit que c'était une pandémie mondiale et je remarque qu'en Europe, il n'y a que 8 pays sur 35 qui ont cette hausse-là. On est quand même assez loin d'être mondial. Que dans les pays qui l'ont subi, ce ne sont que quelques territoires à l'intérieur qui les ont subis. En France, c'est bien moins de la moitié des départements français. Donc, on n'est pas du tout sur un phénomène mondial. Donc là, c'est la première fois qu'on observe une hausse de mortalité qui n'est pas liée directement aux conditions extérieures. Il y a quand même une vague de froid à ce moment-là, mais elle est trop petite pour faire autant de décès. Et ensuite, j'analyse d'où viennent l'ensemble de ces décès et je reprends toutes les mesures. Et ce que je montre dans cette étude-là, c'est documenté, le conseil scientifique a fait des études dessus d'ailleurs, c'est que si on prend en considération le fait qu'on a fermé les hôpitaux et donc que les gens n'ont pas pu aller se soigner, notamment pour les infarctus AVC habituels, on explique toute la surmortalité à domicile. Donc, c'est bien la décision prise qui a fait qu'on n'a pas soigné les gens. D'ailleurs, il y a une sous-utilisation de l'hôpital qui est extrême à cette époque-là, et non pas une surutilisation. Alors ça on va parler, c'est notamment ce que dit le rapport ATI. Absolument. L'Agence technique d'information sur l'hospitalisation. Encore un chiffre dont on n'a pas le droit de parler. Bon, finissez votre phrase et puis après on revient sur le rapport ATI. Oui, alors ça c'était pour les décès qu'on lit à domicile. Les décès qu'on lit à l'hôpital, on a dit les gens sont morts à l'hôpital à tour de bras. Je montre que quand on a interdit les gens d'aller se soigner, d'aller voir leur médecin de ville, donc ils n'ont pas reçu de médicaments, c'est très net. On voit qu'il y a plus d'antibiotiques, très peu d'antibiotiques qui sont distribués à cette époque-là, 2 fois moins que d'habitude. Alors qu'on est en période où on dit qu'il y a une épidémie et donc il y a des risques de surinfection. Mais non, on a dit aux médecins ne distribuez pas d'antibiotiques. Et donc là, les gens finissent par se ruer tous ensemble quand ils sont malades ensemble, puisqu'on a arrêté de les soigner, ils sont malades ensemble, ils arrivent tous ensemble à l'hôpital et ils décèdent dans les 3 premiers jours. Enfin, c'est un manque flagrant de soins, c'est-à-dire qu'on ne les a pas soignés, ils sont arrivés trop tard à l'hôpital et ils décèdent. Et cette surmortalité hospitalière dans les 3 jours où le patient arrive, ça correspond à toute la surmortalité hospitalière de cette époque. Donc on n'a pas à ce moment-là, on ne peut pas prouver qu'on a une maladie qui est exceptionnelle et qui tue les gens extrêmement rapidement. On ne les a pas soignés, on leur a dit restez chez vous et puis pointez-vous tous ensemble à l'hôpital quand vous ne respirez plus. Fatalement, ça fait des bouchons à certains endroits très précis. Les endroits où on n'a pas
soigner les gens. Et en plus, ils meurent dès en arrivant parce que de toute façon, ils arrivent trop tard. Donc, c'est ça qui s'est passé à ce moment-là. Et donc, on explique. Et puis, en EHPAD, il y a des choix qui ont été faits de palliatifs plutôt que soigner les gens, de dire, voilà, si vous toussez, on a un soupçon de Covid, on vous donne un palliatif, que ce soit le Valium ou bien le Rivotril, qui en plus accélère les décès. Et du coup, fatalement, on a des hausses de mortalité tous en même temps, puisqu'on ne soigne pas les gens, qu'on leur donne des palliatifs. Donc, et encore une fois, ça, sur l'histoire des palliatifs, si on compte le nombre qu'on a distribué, ça explique totalement la surmortalité à ces moments-là. Donc, ce que montre l'étude, et je prends toutes les périodes où on a appelé des vagues, soit il ne se passe rien, soit on montre très clairement que les décisions qu'on prend à ces moments-là, elles ont des impacts énormes sur le fait d'avoir de la mortalité ou pas. Donc, à aucun moment on ne peut prouver avec les chiffres que c'est le virus qui tue tout seul, c'est le virus dans un contexte où on prend des décisions de ne pas soigner les gens. C'est extrêmement clair. D'accord. Donc, et là, vous avez dit soit c'est une décision du gouvernement, soit il ne se passe rien. Donc, vous voulez dire qu'il y a des moments où le gouvernement nous annonce des vagues et en fait, il ne se passe rien ? Oui, concrètement, en termes de nombre de morts Oui, cet été notamment, encore une fois, en France, il y a des cycles de mortalité, mais comme partout en Europe, en fait partout dans l'hémisphère nord, c'est l'hiver qu'on a de la surmortalité chez les personnes âgées, au moment ce que j'ai montré, c'est au moment des changements de conditions de température. Oui. Je dis pas que c'est la température exactement qui tue les gens, mais c'est à ces moments-là, donc il y a forcément un lien. Ça peut être un lien comportemental, ça peut être autre chose dans la météorologie, j'en sais rien. Mais c'est bien là, on n'a pas tort de dire que c'est quand il fait froid que les gens décèdent, quand il fait trop chaud, c'est à ces moments-là. Bon, et donc, oui, en effet, et donc à ces moments-là où les gens décèdent, et ils ne meurent pas à d'autres moments. Et donc, quand on dit il y a une 4e vague, et puis du coup, c'est protégez-vous, une vague de mortalité cet été qu'on a appelée la 4e, que personne n'a eu, non, les hôpitaux n'étaient pas du tout plus remplis que d'habitude. Il y a des personnes âgées dans les hôpitaux tout le temps. Normalement, l'hôpital, c'est le premier endroit où on décède en France. C'était jusqu'en 2020, c'est le premier lieu de décès. Donc, ça fait un paquet de monde, 600 000 décès par an en France, ça fait plus de 300 000 à l'hôpital. C'est normal, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, c'est normal qu'il y ait des gens à l'hôpital qui décèdent. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais là, cet été, non, il n'y a pas eu de hausse de mortalité visible sur les personnes âgées notamment. Enfin, il ne s'est absolument rien passé d'un point de vue pathologique. Est-ce que vous pouvez expliquer, par exemple, qu'en Israël, où il n'a pas fait froid, ils ont connu aussi un pic récemment une nouvelle vague, en tout cas, ce qu'ils ont appelé une nouvelle vague d'épidémie avec énormément de personnes hospitalisées? Mais oui, mais comme je le dis, des personnes hospitalisées, il y en a tout le temps. Et donc, si on se met à compter parmi les hospitalisés les Covid, on va en trouver au moment où on les compte. Par exemple, quand on instaure un pass sanitaire et que tout le monde va se faire tester, fatalement, même si, imaginons même qu'il n'y ait pas du tout de Covid, que ça n'existe pas au moment où on fait ça, rien que le fait de dire que les tests sont pas fiables à 100%, on parle pour les plus fiables, on parle de 98% de spécificité, c'est-à-dire 2% de faux. C'est-à-dire que vous testez 1 million de personnes, vous avez 20 000 positifs. Donc vous faites ça tous les jours, vous aurez des positifs partout, tout le temps dans la population, et parmi ceux-là, donc ça vous fait une belle vague qui monte alors qu'il ne se passe rien. Plus vous testez, plus ça monte. Et parmi ces gens-là, il y en a qui se retrouvent à l'hôpital, il y en a qui décèdent, et vous dites j'ai une vague de décès. Non, vous n'avez absolument rien prouvé. Enfin, là-dessus, il se passe. Et là-dessus, ce qui peut être le plus clair, c'est de regarder la mortalité globale sur l'année, et pas seulement ce qu'on appelle Covid ou pas Covid, avec en effet des biais qui sont parfois, par exemple, des tests qui peuvent être faux, ou alors des gens qui sont par défaut, parce que ça a été beaucoup ça, par défaut appliqués Covid alors qu'ils sont morts d'un cancer, d'une crise cardiaque, etc. Alors, est-ce que la surmortalité sur l'année précédente, puisque celle-ci n'est pas terminée, une surmortalité a été constatée, et ça prouverait bien quand même qu'il y a eu des effets importants Covid ou pas? Alors deux choses. Déjà, la surmortalité, il faut la replacer dans son contexte. Parce que j'ai des travaux qui ont été faits dessus. Vous pouvez trouver sur ma chaîne, mais il y a d'autres documents qui existent dessus. On regarde jamais les décès bruts d'une année sur l'autre. Pourquoi? On est dans un pays où la population augmente et vieillit. Donc, naturellement, tous les ans, il y a plus de décès que l'année précédente. Et puis, on bat le record du nombre de décès tous les ans depuis 20 ans. Enfin, il suffit d'aller voir les chiffres. Et donc, il faut savoir si, au regard de l'évolution de l'âge et au regard de l'évolution de la population, on a vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et même si là, on compte une surmortalité, il faut savoir que ça existe régulièrement. Tous les 2-3 ans, il y a des années où il y a plus de décès que d'habitude.
On appelle ça en épidémiologie des années moissons. C'est comme si on considérait qu'il y avait des années, et notamment c'est les années où il ne fait pas froid, du coup les gens sont moins stressés, il y a moins de décès, et donc au coup de froid suivant, il y a beaucoup plus de décès d'un coup. Donc c'est normal d'avoir des hausses et des baisses. Donc déjà il faut prendre ça en considération. Là on peut rappeler les fameuses canicules notamment, ou les grands froids, où évidemment on note beaucoup plus de morts, notamment des personnes âgées. Oui, regardez la canicule de 2003, regardez les images de ce qu'on a appelé les grippes, alors je ne sais pas si c'était les grippes, mais les épisodes de froid 2015-2017 où il y a les politiques qui font le tour des hôpitaux, où il y a des gens sur des brancards dehors, où les gens décèdent, et on parle, il y a avec des gens comme Patrick Pelloux qui passent sur toutes les télés de France pour dire c'est pas normal, tout le monde décède dans les couloirs. Oui. C'est le lot habituel, ouais. Donc il faut se rappeler de ça, c'est tout à fait normal. Bon, et là en plus en 2020, on était sur une époque où ça faisait 4 ans qu'on n'avait pas eu de forte hausse de mortalité. Donc en termes épidémiologiques, ce qu'on appelle le stock de personnes fragiles, il était à son paroxysme. Bon, mais même quand une fois qu'on a fait ça, qu'on constate et qu'on dit bon, la surmortalité 2020 elle n'est pas si grande, on remarque à certains épisodes, les moments où on a pris les décisions, c'est après les décisions, là on voit des pics ponctuels qui sont pas tout à fait normales, et c'est aller un peu vite en besogne de dire c'est la Covid, sachant qu'on a détruit le parcours de soins à ces moments-là. Donc il faut vraiment tout remettre en question, et puis peut-être arrêter de faire les mêmes bêtises pour l'avenir. Si on constate que post-décision, on a plus de décès que d'habitude, c'est un peu facile d'incriminer le virus uniquement par rapport à la décision qu'on est en train de faire. Alors, c'est un jeu politique, certes, mais il y a un moment, il faut peut-être se poser les bonnes questions. D'accord. Oui, surtout que en fait là, vous nous expliquez bien que ce n'est pas le début de l'épidémie qui a été, c'est un peu plus tard, c'est après les décisions. Donc on voit bien l'effet a posteriori de la décision politique en fait. Bien sûr, la première décision ce mois de février, c'est de dire soignez plus, n'allez pas voir votre médecin, les médecins ne donnaient plus d'antibiotiques et donnaient à la place du Doliprane, ce qui n'est absolument pas un médicament qui permet de soigner quoi que ce soit, alors que les antibiotiques permettent au moins de ne pas faire de surinfection. Je rappelle qu'il y a plein d'études où il y a des gens qui nous montrent certains médicaments, quels qu'ils soient, dire regardez cet antibiotique ça marche, ou bien cet antiparasitaire là ça marche. Bah oui, c'est-à-dire que si on évite aux gens de rajouter du mal au mal, et notamment l'antibiotique s'est inventé depuis les années 20, fatalement, habituellement, en utilisant ces médicaments-là, on a une mortalité plus faible. Et on remarque que quand on arrête de les utiliser, on a une mortalité forte. Donc, il faudrait peut-être se poser un peu des questions, de se dire, revenir un peu aux bases et aider les gens correctement. Oui. Ben oui, les traiter. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir juste en 2 minutes sur le rapport de l'ATI, le fameux rapport de l'Agence technique d'information sur l'hospitalisation, qui, sur le bilan de l'année 2020, a écrit que les admissions des quelques 218 000 patients Covid dans les établissements de santé ont représenté seulement 2% des hospitalisations. Je précise bien, sur l'année, donc c'est lissé sur l'année. Je ne veux pas de cris d'orfraie de personnes qui me disent que non, on simplifie trop ces chiffres. Voilà, 2% sur l'année, donc c'est lissé. Il y a des pics qui montent jusqu'à 20%. Comment vous réagissez-vous à ce rapport ? Oui, c'est fatalement en n'étant pas spécialement surpris sur ces chiffres-là. Bon, alors le chiffre de 2%, en effet, on montre enfin que non, ça n'a pas été une pression terrible. Alors après, les journaux ont raison de le remettre dans le contexte, mais du coup, il faut aller un petit peu plus loin. C'est un 2%, sachant qu'on a évincé une grande partie des gens qui devaient se rendre à l'hôpital. Donc en fait, sur l'activité totale, qu'aurait dû normalement être l'activité, ça aurait été bien moins. Il y a d'autres choses où ils remettent... alors, rappelons déjà un premier truc qui est très intéressant. Vous allez au début du rapport et vous voyez, sur toute l'année, ça fait 217 000 personnes qui ont été hospitalisées Covid. Mais après, vous allez sur le site du ministère de la Santé, sur Géode, vous téléchargez les chiffres et vous vous rendez compte que le ministère de la Santé, lui, déclare 277 000 personnes hospitalisés. Donc, ça fait 60 000 d'écart quand même. Donc, ça fait quand même 20%. Pourquoi ? Parce que ce rapport de la TIH, lui, ne compte que les personnes qui sont venues à l'hôpital pour Covid. Alors, sur tous les chiffres du ministère de la Santé dont on parlait tout à l'heure, les fameux où ils choisissent ce qu'ils veulent, il y a toutes les personnes qui sont venues se faire refaire les ligaments croisés et puis qu'on a déclaré qu'ils avaient le Covid avec un test positif, même s'ils n'avaient rien. Donc, ce rapport-là de la TIH, il a l'honnêteté de nous dire, en fait, on va arrêter de raconter un peu n'importe quoi avec les chiffres et puis les gens qui viennent pour autre chose, on les compte pas. Ce qui est la moindre des choses. Et ce que ne fait pas le ministère de la Santé, c'est quand même 20% des chiffres. Ça, c'est énorme.
Bon, alors ensuite, remettons dans le contexte, il faut absolument le faire, en effet, et on regarde sur l'autre rapport et on voit l'activité générale, le rapport d'activité générale des soins hospitaliers. Et là, vous vous rendez compte que sur l'année, en fait, 2020, ce sont des baisses énormes d'activité hospitalière. Et quand on vous dit, oui, mais il y a eu des pics énormes à certains mois, oui, on a viré tous les autres de l'hôpital. Ce qui fait qu'au mois de mars, on est, si on regarde le nombre de séjours par mois de sortie, que ce soit en médecine, en chirurgie, en intervention, on est à moins 40%, jusqu'à moins de 40% sur le mois de mars d'utilisation de l'hôpital, moins 80% sur le mois d'avril et moins 50% sur le mois de mai. Donc les hôpitaux, ils étaient vides à ces périodes-là. Donc on dit oui, mais tout est concentré Covid, c'est-à-dire qu'on a compté tout le monde Covid, tous ceux qui étaient à l'hôpital, et on a viré tout le reste. Donc fatalement, ça fait sur ces périodes-là une proportion de gens Covid qui est énorme, mais ça n'a rien à voir avec une surexploitation hospitalière. On a sous-utilisé l'hôpital en 2020. Et c'est d'ailleurs, je parlais du fait de décéder à l'hôpital. 2020, c'est la première année, en tout cas depuis que j'ai des chiffres, où il y a plus de décès en dehors de l'hôpital en France qu'à l'hôpital. On a arrêté d'accueillir les gens, en particulier ceux qui étaient en grande difficulté, et beaucoup sont décédés à domicile. Donc je pense que c'est la pire gestion de l'hôpital que l'on ait eue, en tout cas de mémoire de chiffres, quoi. Et puis peut-être juste pour conclure, rappeler aussi ces chiffres de l'adresse qui montrent que les lits, aussi plus de 5000 lits, ont été fermés pendant cette fameuse année si terrible et si épidémique. Oui, bien sûr, oui. Alors, on a versé des larmes de crocodile en disant c'est horrible, l'hôpital est surexploité, on n'a pas la place. Mais il faut quand même rappeler depuis 30 ans que la stratégie française de la santé, c'est de fermer l'hôpital au maximum et de dire que voilà, il faut plus de bobologie à l'hôpital, donc on ferme les services hospitaliers, on ferme des lits, on n'en veut plus, et que c'est le médecin de ville qui doit faire le tri. Et donc là, on arrive depuis 2 ans à une période où on dit surtout les médecins, vous n'intervenez pas et vous laissez les gens se pointer tous à l'hôpital. Mais l'hôpital n'est pas prêt, on l'a détruit exprès, de façon à changer de stratégie. Donc ce sont les mêmes personnes qui continuent de fermer l'hôpital petit à petit parce que c'est la stratégie depuis 30 ans et puis ils continuent, et qui vous disent n'allez pas voir votre médecin. Fatalement, ça ne marche pas. Donc il y a un moment, il faut arrêter de se moquer des gens. Oui, et du coup la conclusion aujourd'hui de ce gouvernement qu'on aime tant, c'est de ne pas tomber malade, voilà. Comme ça on pourra sauver l'hôpital. Pour revenir à la fameuse tirade de Jean Castex. Merci beaucoup Pierre Lécaud, je rappelle, vous êtes analyste, statisticien de haut niveau, mais on ne peut pas dire où vous travaillez. Et en tout cas, vous avez cette chaîne YouTube Décoder l'écho. Merci beaucoup à vous de nous avoir aidés à décoder un petit peu toutes ces annonces qu'on entend en ce moment. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.